Bonsoir, Cécile du service police-justice de BFM TV. Mohamed Meshmash, bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif Assez le Feu, président du collectif Pas sans nous et porte-voix des banlieues. Avec nous également par Skype, Rocco Cotanto. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental Paris du syndicat Unité SGP Police FO. D'abord, qu'avez-vous envie de répondre à ces manifestants qui étaient de nouveau dans la rue ce soir pour dénoncer les violences policières ? Alors dans ce dossier, il faut être raisonnable, surtout ne pas réagir avec passion, parce que vous savez, la passion, c'est l'ennemi de la nuance. Et je ne dis pas qu'il y a des phénomènes racistes dans la police nationale, évidemment, mais le danger, c'est de les généraliser. La police, dans son ensemble, elle est constituée de plus de 100 000 fonctionnaires de police actifs sur le terrain, et nous sommes une police républicaine. Alors, républicaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le juste milieu entre une police ultra-répressive et une police laxiste. Voilà, c'est cet axe-là que nous défendons. Et effectivement, les quelques épiphénomènes que nous voyons, notamment les personnes qui étaient sur ce groupe fermé Facebook, je crois, qui ont eu des comportements racistes, je les condamne fermement, car ils jettent l'opprobre sur toute l'institution qui, dans son ensemble, est républicaine et fait extrêmement bien son travail. Je rappelle que dans la police nationale, nous avons des milliers de fonctionnaires de police issus des minorités, maghrébines et africaines, et qui sont choqués de ces comportements. Donc voilà, il ne faut pas... Un petit peu plus tard, sur ce groupe Facebook que vous évoquez, Mohamed Meshmash, j'aimerais savoir quelle est votre réalité de terrain à vous. Quelle est votre vision des violences policières en banlieue? Mais écoutez, ces violences policières, je pense qu'on ne les découvre pas. Certains les ont peut-être découvertes pendant la crise des Gilets jaunes. Nous, on les a connus depuis très longtemps. Je relisais tout simplement une histoire qui date de 40 ans. C'est M. Lawari Ben Mohamed, 17 ans, qui à Marseille, lors d'un contrôle d'un CRS, qui sort son pistolet et qui dit « j'ai la gâchette facile », tire 2 balles et tue ce jeune homme. Je veux dire donc... Mais est-ce que ça a changé depuis? Là, vous faites référence à une histoire qui a 40 ans. Oui, mais depuis 40 ans... Pour vous, rien n'a changé depuis? Non, les choses n'ont pas évolué. Il y a encore autant de morts qu'il y a dans certains quartiers, malheureusement. Malheureusement, souvent, lorsqu'il y a des contrôles de police, ça ne veut pas dire que, encore une fois, toute la police se comporte de cette manière-là. Pas d'amalgame. Mais quand il y a des brebis galeuses qui aujourd'hui se comportent de cette manière-là, quand effectivement des gens, parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois, se permettent de mener ou faire en sorte que des gens, lors d'un contrôle, ne rentreront jamais chez eux, ouais, c'est normal qu'il y ait une colère, que les gens dénoncent. Les gens veulent qu'une chose, c'est tout simplement que justice soit faite. On a vu effectivement plusieurs manifestations. Il y a eu celle de mardi avec plus de 20 000 personnes dans la rue. Il y en a eu mercredi. Il y en a encore ce soir. Ça dit quoi, Benjamin Morel? Ces milliers de personnes qui se mobilisent. Ça dit plusieurs choses, si vous voulez. Déjà, dans une conception classique de l'État, wébérienne, l'État est celui qui a le monopole de la violence légitime. Donc, le fait que l'État puisse utiliser la violence pour maintenir l'ordre, c'est quelque chose qui fait partie de sa définition même. Mais encore faut-il que cette définition, que cette violence, elle soit légitime. Ça veut dire qu'elle soit légale, mais plus que légale. Il faut qu'elle soit acceptée par une large majorité de la population. Or, on voit que dans certains quartiers, en raison en effet de bavures, aujourd'hui, cette violence est de moins en moins ressentie comme légitime, elle est sentie comme orientée. Et donc là, il y a un problème qui est un problème géographiquement concentré, mais important. Mais il n'est pas que géographiquement concentré. Aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté par rapport à ce que l'on avait il y a quelques années, vous avez un sentiment de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre qui s'est relativement étendu à l'ensemble de la société. Et là, en effet, peut-être la crise des Gilets jaunes qui est passée par là. Là, en effet, on a eu la crise des Gilets jaunes. Si vous prenez l'enquête IFOP de janvier sur la confiance dans la police, vous voyez que l'image positive de la police avait, depuis une enquête précédente du mois d'août 2019, tombé de 11 points. Donc même hors crise des Gilets jaunes, on voit une érosion assez importante. Et ça, c'est très, très problématique, pas seulement pour la police, mais pour l'ensemble de la société et pour l'État lui-même, parce qu'une société qui n'a pas confiance dans ses forces de police, elle n'a pas non plus confiance dans la légitimité de l'ordre public, de l'État et de la façon dont ce dernier peut maintenir cet ordre. Donc, pour toutes ces raisons-là, là, il y a des plaies béantes qui doivent être guéries et qui doivent être pensées. Cécile, comment se profile le week-end? Est-ce qu'il y a de nouvelles manifestations qui sont prévues, organisées demain?
Alors, il y a une vingtaine de manifestations qui sont prévues demain sur tout le territoire, notamment à Bordeaux, devant le consulat des États-Unis, mais aussi à Nantes, à Limoges, à Poitiers, à Marseille ou à Lille. 2 manifestations sont d'ailleurs interdites à Nice et puis à Paris. Le préfet de police a pris des arrêtés d'interdiction de manifester pour 3 rassemblements, 2 qui vont avoir lieu devant l'ambassade des États-Unis en hommage à George Floyd, un rassemblement qui est maintenu ce soir, annoncent les organisateurs sur Facebook, malgré interdiction à cause de la crise sanitaire. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Et puis, autre rassemblement interdit à Paris sur le Champ de Mars. Un rassemblement contre les violences policières. On rappelle que mardi, la manifestation interdite contre les violences policières avait quand même réuni 23 000 personnes devant le palais de justice. Et demain, un important dispositif policier est prévu. Plus de 1800 CRS et gendarmes mobiles, ce qui montre qu'on attend beaucoup de monde. Alors justement, on va regarder les images de cette manifestation de mardi. Vous le disiez, plus de 20 000 personnes qui avaient répondu à l'appel de la famille d'Adama Traoré, malgré une interdiction de la préfecture et l'interdiction de se rassembler donc à plus de 10 personnes dans ce contexte d'épidémie. Dans cette affaire Traoré, d'ailleurs, 2 nouveaux témoins devraient être auditionnés début juillet sur fond de bataille judiciaire entre la famille du jeune homme et la défense des gendarmes qui l'ont interpellé avant son décès. Aurore Villemur. Le premier témoin est l'homme chez qui Adama Traoré trouve refuge le 19 juillet 2016 lorsqu'il tente d'échapper aux gendarmes. L'individu, un homme âgé de 37 ans, est alors interrogé. Il raconte qu'en ouvrant la porte, Adama Traoré était essoufflé. Il avait du mal à parler. Deuxième témoin crucial dans cette enquête, une femme qui aurait assisté à la première tentative d'interpellation du jeune homme. Évidemment, ce témoignage il est aussi important pour savoir comment s'est passée cette tentative d'interpellation, dans quel état était Adama Traoré, comment étaient les gendarmes. Ces témoins doivent être entendus par les juges d'instruction au mois de juillet. Une première dans cette affaire. Pour l'avocat de la famille, c'est une victoire. L'enquête est relancée. Ça fait des années que je demande aux 3 juges d'instruction dans ce dossier de réaliser une enquête effective. Et lorsqu'on réalise une enquête effective, il est normal d'entendre des témoins capitaux. Une enquête qui progresse notamment grâce à l'expertise commandée par la famille d'Adama, selon leur avocat. Les résultats dévoilés mardi dernier révèlent que le jeune homme serait décédé d'une asphyxie provoquée par le plaquage ventral lors de son arrestation. Un avis qui contredit les 3 expertises commandées par la justice qui écartaient la responsabilité des gendarmes. Dans un courrier adressé aux avocats des 2 parties, les juges indiquent que les auditions étaient prévues dès le mois de mai. Elles auraient été reportées à cause de la crise sanitaire. Cécile Olivier, 4 ans quasiment après les faits, que réclame la famille d'Adama Traoré aujourd'hui ? Alors, elle réclame notamment une reconstitution des faits, notamment au domicile de l'homme chez qui s'est réfugié Adama Traoré alors qu'il fuyait les gendarmes. Cet homme qui lui a ouvert la porte et qui raconte qu'il était extrêmement essoufflé et qu'il avait du mal à parler. Et une autre reconstitution également à la gendarmerie de Persan-Beaumont pour essayer de comprendre, de savoir si, alors qu'il faisait un malaise, les gendarmes lui ont porté secours. Cette reconstitution, elle leur a été refusée par les 2 juges d'instruction en avril 2019. La famille a fait appel. Le procureur général de la cour d'appel était plutôt d'accord, mais finalement la chambre de l'instruction a confirmé le refus. Et elle souhaite du coup organiser sa propre reconstitution avec des acteurs. Elle espère le faire avant l'été, avant le 19 juillet, qui sera la date anniversaire de la mort d'Adama Traoré. Ça fera 4 ans. Et cette reconstitution, si elle a lieu, sera versée au dossier. On va retrouver Rocco Contanto. Hier sur BFM TV, la sœur d'Adama Traoré disait « Si mon frère n'était pas noir, il n'aurait pas été interpellé comme il l'a été ». Que répondez-vous à ça ? Écoutez, je lui ai déjà répondu il y a 2 ans, parce que j'ai débattu avec elle pendant 1 heure sur un plateau de télévision, sur une chaîne concurrente. Donc du tout, moi je me garderais bien de porter un jugement sur cette affaire. On assiste depuis quelques années... Mais vous lui répondez quoi, excusez-nous, vous lui répondez quoi ? Mais c'est une plaisanterie, c'est une plaisanterie.
C'est faux, c'est strictement faux. Là, encore une fois de plus, on stigmatise. Son frère, paix à son âme, avait quand même un passé judiciaire important. Je crois que là-dessus, il y avait des soucis judiciaires par rapport à cela. Après, il y a des contre-expertises, il y a une interpellation, il y a des contre-expertises, des expertises, certaines dans les gendarmes, d'autres ne les douanent pas. On assiste à un véritable marathon médico-légal. On verra in fine ce que dira la justice. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays, qui est indépendante, aux dernières nouvelles. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. On va écouter Christophe Castaner à présent. C'était au Sénat, c'était mercredi, sur cette question justement du racisme. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. Et il ne s'agit pas de faire des amalgames, mais il s'agit effectivement de dénoncer tout propos ou tout comportement. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées. Il faut être intransigeant, Mohamed Meshmash. Et bien sûr, je pense que, vous savez, quand il y a des manifestations où des jeunes se font arrêter, il y a des comparutions immédiates, la sanction, elle tombe tout de suite. Je veux dire, il y a ce sentiment de déni qui pèse, notamment dans ces quartiers où j'y vis, où j'ai grandi, où j'ai pu vivre aussi ces situations, où on a le sentiment qu'il y a une justice à double vitesse. Est-ce que vous avez le sentiment que le racisme est impuni dans la police ? Écoutez, moi j'aimerais tout simplement, honnêtement, avoir des chiffres. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on reprend le passif, où est-ce qu'il y a eu des morts suite à des contrôles de police, j'aimerais voir le nombre de sanctions qui sont tombées, nombre de non-lieux qu'il y a eu, nombre de personnes qui clairement n'ont pas obtenu justice. L'affaire Adama Traoré, c'est dingue, c'est marrant, c'est pratiquement le même schéma. À chaque fois qu'on arrive sur des situations pareilles où la personne décède, on va déjà fouiner dans son passé pour savoir si elle était connue des services de police ou pas, comme si ça pouvait justifier l'argument de dire « Ah oui, mais vous savez, il était dangereux, donc nous avons été obligés d'utiliser la force ». Peu importe ce qu'a fait cette personne ou pas. Vous avez l'impression qu'on va plus fouiller dans le passé d'une personne de couleur que d'une personne qui ne le serait pas ? Mais en tout cas, c'est ce que les statistiques disent. C'est pas moi qui le dis. Il y a qu'à aller vérifier certains chiffres. Il y a qu'à aller tout simplement vérifier effectivement le nombre de contrôles de personnes qui se font contrôler. C'est pour ça qu'à l'époque, rappelez-vous, Stop au contrôle faciès avait mené tout un travail pour essayer de pouvoir permettre à ce que on n'ait plus ce sentiment que la relation police-population s'améliore. Croyez-moi qu'on a toujours eu une porte fermée de ce côté-là. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des choses qui ressurgissent. On fait des comparaisons avec ce qui se passe aux États-Unis par rapport à une mort d'asphyxie. Mais beaucoup de gens sont morts par asphyxie à ce moment-là. Nous, on se battait à l'époque pour une campagne pour lutter contre une clé d'étranglement, pour l'interdire. On est encore dans le même sujet. J'ai l'impression, depuis 20 ans, de revenir sur des plateaux pour discuter, y compris avec des syndicats de police, qui sont encore en train de nous raconter exactement la même chose. En attendant, la liste des morts fait que de s'agrandir, quoi. Benjamin Morel, quelle réponse peut apporter l'exécutif ? Il faut reconstruire la confiance, si vous voulez. Alors, je ne parle pas du cas précis, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une affaire qui va devoir être traitée, mais au-delà, pour tenter de reconstruire la confiance entre certaines populations et la police, il y a un travail de fond qui passe probablement par deux piliers. D'abord, une transparence dans les sanctions. Savoir exactement combien de cas et comment est-ce qu'ils sont traités. Il y a des choses qui sont faites, mais très clairement, aujourd'hui, on voit que la confiance dans les procédures n'est plus là. Et quand même ces procédures soient des bonnes procédures, elles ne permettent pas aujourd'hui de construire la confiance. Et ensuite, il y a une proximité à construire. Alors, on n'a pas eu ce débat à 20 ans parce que nous n'étions pas là, mais c'est le débat qu'il y a eu il y a 20 ans, lorsque justement vous aviez la police de proximité, vous aviez la police chevènement, et que Nicolas Sarkozy arrive disant le rôle de la police, c'est pas justement de construire des ponts, c'est pas de construire du social, c'est la répression. Et d'un point de vue pratique, c'est vrai, sauf que visiblement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, on se rend compte que ce n'est pas suffisant et que pour construire la confiance, il faut également savoir tendre la main.
Cécile, je voudrais qu'on dise un mot de Christophe Castaner qui a saisi la justice aujourd'hui après la publication de messages racistes sur Facebook dans un groupe qui est censé être réservé aux forces de l'ordre. Que sait-on exactement sur ce groupe Facebook ? Alors d'abord, c'est une enquête de nos confrères de Street Press qui ont donc révélé l'existence de ce groupe qui réunit 8000 policiers et gendarmes, enfin en tout cas des gens qui se présentent comme des policiers et des gendarmes. C'est un groupe qui est censé discuter des thèmes de sécurité publique et des forces de l'ordre. Pour intégrer ce groupe, il faut par exemple donner la promotion de son école de police et de gendarmerie ou encore son numéro de matricule. Et on peut y lire, c'est encore en ligne ce soir d'ailleurs, on peut y lire des centaines de messages racistes, sexistes. Ils se moquent par exemple de certains mineurs qui sont morts après des courses-poursuites avec la police. Ils commentent les articles sur la manifestation de mardi dernier avec 23 000 personnes qui défilent contre les violences policières. Et donc, il y a par exemple quelqu'un qui dit on dirait le naufrage d'un pétrolier parce qu'il y a beaucoup de manifestants à la peau noire. Et deux autres parlent d'envoyer du napalm. Christophe Castaner a donc saisi, fait un signalement au parquet de Paris sur la base de l'article 40 qui impose à tout représentant de l'autorité d'aviser le procureur s'il constate un crime ou un délit. Et on apprend ce soir que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour injure publique à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. Merci beaucoup Cécile, on suivra bien sûr tout ça. On va partir aux États-Unis où nous attend Jean-Bernard Cadier. On a des images de la soirée. Vous le savez, les États-Unis sont secoués par les manifestations et les émeutes depuis la mort de George Floyd à Minneapolis après son interpellation. Images ici justement de Minneapolis en direct donc aux États-Unis, des rassemblements un petit peu partout, il y en a aussi à Washington. Jean-Bernard Cadier, vous êtes sur place, comment se profile le week-end sur le front de la contestation ? Écoutez, effectivement, les manifestations continuent en ce moment dans plusieurs grandes villes. Et comme c'est le cas depuis plusieurs jours, il faut le préciser, les manifestations pacifiques, sans incident. Alors, ce week-end, demain, on prévoit de très gros rassemblements ici à Washington, à New York et à Los Angeles. Washington est un peu devenu le centre de l'affrontement politique entre le mouvement, entre les manifestants et un président Donald Trump qui est retranché dans sa Maison-Blanche. Aujourd'hui, un énorme slogan a été peint en lettres jaunes sur la 16e rue. La 16e rue, c'est la grande avenue qui mène ici à la Maison-Blanche. On peut lire le slogan « Black Lives Matter », les vies des Noirs ont de la valeur. Et ce slogan, c'est le maire de la ville, le maire de Washington, qui a demandé à ses services de venir le peindre sur la chaussée. Le maire de Washington est une femme noire. Elle a aussi rebaptisé officiellement cette avenue qui est littéralement sous les fenêtres de Donald Trump. Elle l'a rebaptisée place Black Lives Matter. Rien ne va plus entre le président et le maire de la capitale. Il est intéressant de noter que le Pentagone a décidé de retirer la plupart des soldats qui étaient dans la capitale. C'était une revendication du maire. Le Pentagone a, semble-t-il, décidé contre l'avis du président. À signaler aussi que le corps de George Floyd a été transporté aujourd'hui en Caroline du Nord. C'est l'État où il est né. Et il y aura demain une nouvelle cérémonie en Caroline du Nord avec sa famille en sa mémoire. Est-ce qu'il est prêt à apporter des réponses et quelles réponses le président américain face à ces manifestations ? Alors pour l'instant, il est dans une logique 100% répressive. Autant au début, il avait un petit peu flotté, hésité, il avait dit qu'il avait été lui-même choqué par la vidéo, il avait appelé la famille, mais depuis les incidents du week-end dernier, il a adopté une position et une rhétorique 100% répressive. Depuis que les manifestants se sont trop approchés de la Maison-Blanche, depuis qu'il a été conduit dans le bunker avec sa femme et avec son fils, ça l'a beaucoup choqué, ça lui a donné, lui semble-t-il, une image de faiblesse qu'il l'a trouvé insupportable, et c'est pour ça que depuis, il a organisé la scène de la Bible devant l'église, c'est pour ça qu'il a fait repousser les manifestants violemment devant l'église, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui en difficulté politique, parce que son changement d'attitude est critiqué à la fois par les milieux religieux et par les milieux militaires, les anciens chefs d'état-major, son propre ministre de la Défense, etc. Et les milieux religieux et les milieux militaires sont en général les piliers du parti républicain.
pour un président républicain, ça n'est pas très bon. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier. Ulysse, il y a eu cette bonne nouvelle quand même pour Donald Trump aujourd'hui sur laquelle il essaie de surfer, c'est les chiffres du chômage. Oui, à la surprise générale, les chiffres annoncés finalement traduisent une baisse du chômage puisqu'on est à 13% seulement de chômeurs par rapport aux 20% qui étaient redoutés. Donc Trump, lui, est regonflé à bloc. Il a dit c'est un grand jour pour le pays, un grand jour pour l'Amérique et pour le monde. Et il a même fait appel à George Floyd en disant j'espère qu'il nous entend et qu'il reconnaît effectivement que c'est un grand jour pour le pays. On voit qu'il n'a pas craint d'implorer, si vous voulez, la mémoire de ce noir. Mais effectivement, pour lui, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Wall Street a bondi dans l'après-midi. Le problème, c'est que les chiffres du chômage vont évoluer pendant l'été et qu'on n'est absolument pas certain que ces bonnes nouvelles vont se reproduire. C'est vrai ce que disait Jean-Bernard Cadier, il y a maintenant une fracture entre Trump et une bonne partie de l'opinion. On le voit tous les jours dans la rue, mais il y a surtout des fissures qui apparaissent dans son propre camp républicain et en particulier au sein de l'armée, puisqu'on a vu le chef du Pentagone prendre ses distances, refuser d'envoyer l'armée contre les manifestants. Est-ce qu'il va rester à son poste ou est-ce qu'il va être limogé? C'est une question importante, mais il y a aussi d'autres ministres de la Défense qui ont été limogés d'ailleurs par Donald Trump, qui affirment que le président est prêt à menacer, entre guillemets, la Constitution des États-Unis. Donc on voit que le débat politique prend une nouvelle ampleur et que le président, effectivement, apparaît fragilisé, isolé. Mais attention, avec les bons chiffres de l'économie, il est prêt à repartir en campagne pour assurer sa réélection qui apparaissait compromise il y a quelques jours. Je voudrais qu'on regarde à présent des images qui nous viennent du reste du monde sur ces manifestations contre le racisme et les violences policières, avec notamment cette image de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui met un genou à terre. C'est devenu le symbole contre la discrimination raciale. C'était il y a quelques heures. Vous voyez donc ces manifestants qui sont masqués, des pancartes à la main. Et donc, voilà, le Premier ministre canadien qui effectivement met un genou à terre. On a des images aussi qui nous viennent d'Australie, d'Allemagne. Mohamed Meshmash, est-ce que vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose? Enfin, est-ce que c'est porteur d'espoir, ces images que vous voyez aux quatre coins du monde dans votre combat à vous, pour votre combat à vous? Moi je suis ravi de voir que aux États-Unis, des policiers ont mis le genou à terre pour bien expliquer encore une fois que même si chez eux il y a effectivement des personnes qui se comportent pas bien, qu'il y en a d'autres qui clairement sont solidaires à ce qui s'est passé suite à l'assassinat de George Floyd. Voilà. Et on voit un peu partout aussi en France, là, une sorte de mobilisation aussi un peu partout en France qui clairement, symboliquement, mettent le genou à terre, histoire de rappeler, encore une fois, que malheureusement des gens meurent lors d'un contrôle de police. Rocco Contento, votre sentiment, vous, quand vous voyez ces images? Alors, Rocco Contento n'est plus avec nous. Je me tourne vers vous, Benjamin Morel. Donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, cet événement, la mort de George Floyd, dépasse vraiment les frontières des États-Unis et même celle de la France. Oui, alors après, il faut tout de même regarder ça dans chaque contexte national. Les contextes nationaux là-dessus sont extrêmement différents. Quand on prend l'enquête ESS de 2018 sur la confiance dans la police, on voit que la confiance dans la police en France est à peu près dans la moyenne européenne. Et que dans la plupart des États européens, vous avez des États où en effet elle est beaucoup plus forte, mais vous en avez également dans lesquels elle est beaucoup plus faible, et que le caractère contextuel du rapport à la police, du rapport aux discriminations, compte énormément. Aux États-Unis, ce qui est intéressant quand vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de l'électorat, c'est que malgré les difficultés qui peuvent être celles de Donald Trump aujourd'hui, vous avez une cristallisation de l'électorat républicain et de l'électorat démocrate. Et que ces manifestations-là n'ont pas vraiment fait bouger les lignes de force électorales et donc l'interprétation que les différents électorats peuvent avoir de ces événements, d'un côté sécuritaire, de l'autre justement un grand mouvement de lutte contre les discriminations. Ça peut évoluer, peut-être est-ce que ça va évoluer, mais à ce stade-là, pour Donald Trump, les chiffres du chômage en effet parlent beaucoup plus à son électorat que ces manifestations-là. Donc on voit là-dessus que chaque contexte national est important pour comprendre la signification de ces gestes. Merci beaucoup Benjamin Morel. Merci Mohamed Meshmash. Merci Cécile Olivier et Ulysse. Vous restez avec nous.